Jamais je n'aurais cru qu'une simple journée aux galeries marchandes changerait ma vie pour toujours. À un instant, j'étais une simple vendeuse, essayant de joindre les deux bouts. L'instant d'après, j'étais humiliée devant des dizaines de personnes. Mais que s'est-il passé ensuite? Une voix que je n'avais jamais entendue allait mettre mon univers sens dessus-dessous. Si vous vous êtes déjà senti invisible, ignoré ou traité comme si vous n'aviez aucune importance, cette histoire vous montrera que l'univers a parfois pour vous des projets plus grands que tout ce que vous pourriez imaginer. Restez jusqu'à la fin, car le rebondissement vous laissera sans voix. Je m'appelle Chloé Dubois et il y a 6 mois, je n'étais qu'un visage anonyme dans la foule. À 26 ans, je travaillais à L'Écrin Chic, une boutique de luxe des Galeries de la Soie, à Lyon, survivant à peine avec le SMIC et les commissions. Mon divorce avait été prononcé 3 mois plus tôt, et je repartais de zéro avec pour seul bien un petit studio sous les toits, une montagne de dettes et l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, les choses finiraient par s'arranger. Ce samedi matin-là commença comme tous les autres. J'arrivais à la boutique 30 minutes en avance, comme toujours, pour m'assurer que tout soit parfait. Les présentoirs devaient être impeccables, les vêtements correctement défroissés à la vapeur et les vitrines à bijoux étincelantes. Travailler dans le luxe vous apprend que la présentation est essentielle, et nos clientes attendaient la perfection. J'avais désespérément besoin de ce travail, et je n'allais donner à personne la moindre raison de me renvoyer. Les galeries étaient particulièrement animées ce jour-là. Des familles flânaient dans les larges allées, des adolescents se regroupaient près de l'aire de restauration, et des clientes élégantes passaient de boutique en boutique, leurs sacs de créateurs au bras. Depuis ma place derrière le comptoir, j'observais le flot continu de passants devant notre vitrine. Certains jetaient un œil à nos mannequins. D'autres passaient sans même un regard. J'avais appris à cerner les gens rapidement dans ce métier. On pouvait deviner en quelques secondes qui allait vraiment acheter quelque chose et qui ne faisait que regarder. Vers midi, elle entra. C'était une femme d'une 50aine d'années, avec une coiffure blonde impeccable et vêtue de ce qui semblait être un tailleur couleur crème très coûteux. Son sac à main valait probablement plus que mon salaire mensuel. Elle avait cette allure, cette confiance en soi qui vient de ceux qui n'ont jamais eu à s'inquiéter de l'argent, jamais eu à vérifier leur compte en banque avant un achat. « Excusez-moi, dit-elle, d'une voix sèche et exigeante. J'ai besoin d'aide. Immédiatement. J'ai un événement très important ce soir, et il me faut la robe parfaite. » Je souris et m'approchai d'elle. Bien sûr, je serais ravie de vous aider à trouver quelque chose de magnifique. À quel genre d'événement assistez-vous? Elle me toisa de haut en bas avec un dédain évident. Un dîner de gala de l'entreprise, très sélect. Il me faut quelque chose qui marque les esprits, mais sans être trop ostentatoire. Et ça doit être parfait, car je serai photographiée. Elle marqua une pause, puis ajouta, « Je suppose que vous comprenez l'importance de faire bonne impression. » Sa façon de le dire m'a fait me sentir toute petite, comme si elle se demandait si quelqu'un comme moi pouvait réellement comprendre son univers. Mais je gardai mon sourire. Absolument. Laissez-moi vous montrer nos derniers arrivages. Nous avons des pièces magnifiques qui seraient parfaites pour un dîner de gala. Je la conduisis à notre rayon des tenues de soirée, sortant robe après robe. Une élégante pièce couleur bordeaux avec de discrètes broderies, une robe grise sophistiquée au drapé magnifique, une superbe robe de cocktail bleu roi qui rendrait merveilleusement bien en photo. Chaque fois que je lui montrais quelque chose, elle l'examinait avec l'intensité de quelqu'un qui inspecte une pièce à conviction. « C'est trop sobre, dit-elle en rejetant la robe grise d'un revers de la main. Cette couleur ne va absolument pas à mon teint, décréta-t-elle à propos de la robe bordeaux. Et celle-ci, dit-elle en brandissant la robe bleue, on dirait une robe de secrétaire. J'essayais de cacher ma frustration. En 3 ans dans la vente, j'avais appris que certaines clientes étaient tout simplement impossibles à satisfaire. Elles arrivaient déjà convaincues que rien ne serait jamais assez bien,
et déversaient leur mécontentement sur la malheureuse personne qui s'occupait d'elle. Laissez-moi vous montrer quelques autres options, dis-je en maintenant mon ton professionnel. Nous venons de recevoir de superbes pièces de notre collection de créateurs. Pendant l'heure qui suivit, je lui présentai robe après robe. Chacune fut accueillie par une critique. Trop longue, trop courte, trop habillée, pas assez habillée, la mauvaise couleur, le mauvais style, tout était mauvais. D'autres clientes entraient et sortaient pendant que je consacrais toute mon attention à cette femme impossible. Je sentais mes commissions m'échapper en ignorant d'autres acheteuses potentielles, mais j'avais été formée pour accorder à chaque cliente toute mon attention. Vous m'écoutez au moins quand je vous parle, lança-t-elle sèchement lorsque je lui suggérai une magnifique robe vert émeraude. J'ai bien précisé que je ne voulais rien de trop voyant. C'est complètement inapproprié. Je vous présente mes excuses, dis-je, sans vraiment savoir pourquoi je m'excusais. Laissez-moi essayer une approche différente. Pourriez-vous m'en dire plus sur cet événement? Cela pourrait m'aider à comprendre exactement ce que vous cherchez. Elle soupira avec théâtralité, comme si je lui avais demandé d'expliquer la physique quantique. C'est un dîner de gala pour l'entreprise de mon mari. Des gens très importants seront là. Je dois avoir l'air sophistiquée, élégante, mais sans donner l'impression de faire trop d'efforts. Est-ce vraiment si difficile à comprendre? J'hochai la tête et retournai au portant, en sortant une classique petite robe rouge. Elle était simple, élégante et d'une beauté intemporelle. Le genre de robe qui serait parfaite pour n'importe quel événement haut de gamme. Elle est ravissante, dis-je en la lui montrant. C'est l'une de nos meilleures ventes, et la coupe est très flatteuse. Elle me prit la robe des mains et la tint en l'air, l'examinant sous tous les angles. Un instant, je crus avoir enfin trouvé quelque chose qui lui plaisait. Mais elle secoua la tête. Le tissu a l'air bas de gamme, dit-elle, bien qu'il fût en réalité assez cher. Et le rouge est si commun. Vous n'avez rien d'un peu original? À ce moment-là, un petit attroupement avait commencé à se former devant notre boutique. Les galeries étaient à leur heure de pointe, les gens faisaient leurs courses pour le week-end. Je pouvais voir d'autres clients regarder nos vitrines, se demandant probablement s'ils devaient entrer. Mais cette femme monopolisait tout mon temps et toute mon attention. Madame, dis-je, en essayant de garder une voix calme et professionnelle. Je vous ai montré presque tout ce que nous avons dans votre taille. Peut-être que si vous pouviez être plus précise sur ce que vous cherchez, je pourrais vous aider à trouver exactement ce dont vous avez besoin. C'est là que tout a basculé. Son visage devint rouge de colère. Êtes-vous en train de suggérer que je ne sais pas ce que je veux? Êtes-vous en train de me dire que je suis difficile? Non, pas du tout, m'empressai-je de répondre, réalisant que je l'avais offensé d'une manière ou d'une autre. J'essaie simplement de vous aider à trouver la robe parfaite. Vous essayez de m'aider? Elle éclata de rire, mais sans aucune gaieté. Vous n'êtes qu'une vendeuse dans une boutique de galerie marchande. Que pourriez-vous bien connaître au style ou à la sophistication? Regardez-vous. Regardez ce que vous portez. Je baissai les yeux sur ma tenue. Je portais un simple chemisier blanc et une jupe grise, tous deux de la collection de notre boutique. C'était professionnel et approprié pour le travail, mais à la façon dont elle me regardait, on aurait cru que j'étais vêtue de haillons. Je suis désolée si je vous ai contrarié, dis-je, en tentant de calmer la situation. Peut-être qu'une de mes collègues pourrait mieux vous aider. Oh, alors maintenant vous me refilez à quelqu'un d'autre. C'est exactement le genre de service médiocre auquel je m'attends dans des endroits comme celui-ci. Les gens nous regardaient, c'était certain maintenant. Je pouvais voir des visages collés à notre vitrine, et plusieurs clients étaient même entrés dans la boutique et faisaient semblant de regarder les articles tout en écoutant manifestement notre conversation. Madame, j'essaie vraiment de vous aider, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Si seulement vous pouviez me dire précisément ce que vous cherchez,
je suis sûre que nous pourrons trouver quelque chose de parfait. Elle s'approcha de moi, sa voix se faisant plus forte. Ce que je cherche, c'est un service compétent. Ce que je cherche, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ce que je cherche, c'est d'être traité avec le respect que quelqu'un de mon rang mérite. Je sentis mes joues brûler de honte. La boutique était maintenant pleine de gens, tous en train de regarder cette femme me démolir en public. Je voulais répliquer, me défendre, mais je savais que cela ne ferait qu'empirer les choses. J'avais besoin de ce travail. Je ne pouvais pas me permettre de le perdre. Je comprends que vous soyez frustré, dis-je, tentant une dernière fois de la calmer. S'il vous plaît, laissez-moi essayer de vous aider. Je veux que vous partiez d'ici satisfaite de votre achat. Satisfaite, hurla-t-elle presque. Comment pourrais-je être satisfaite alors que j'ai perdu plus d'une heure de mon temps avec quelqu'un qui, de toute évidence, ne comprend rien au service client? Savez-vous seulement qui je suis? Savez-vous le genre de relation que j'ai? La menace était claire. Elle suggérait qu'elle pouvait me faire renvoyer, créer des ennuis à la boutique. Je sentis les larmes monter à mes yeux, mais je les ravalai en clignant. Je ne pleurerai pas devant tous ces gens. Je suis sincèrement désolée, dis-je. S'il vous plaît, laissez-moi appeler ma responsable. Votre responsable n'est pas là, dit-elle, ce qui était vrai. Il n'y a que vous et votre incompétence la plus totale. C'est là que j'ai commis mon erreur. J'ai tenté d'expliquer la politique de retour et d'échange de notre boutique, pensant que cela pourrait aider. J'ai mentionné que si elle n'était pas satisfaite de son achat, elle pouvait toujours le rapporter sous 30 jours avec le ticket de caisse. Êtes-vous en train de suggérer que j'aurais besoin de retourner quelque chose, demanda-t-elle, d'une voix dangereusement calme. Insinuez-vous que je pourrais ne pas être satisfaite de mon achat? Non, j'essayais juste de vous rassurer que... Vous faites des suppositions à mon sujet, m'interrompit-elle. Vous me traitez comme une sorte de cliente difficile qui va causer des problèmes. Je compris qu'il n'y avait aucun moyen de gagner cette conversation. Rien de ce que je dirais ne la rendrait heureuse. Elle avait décidé d'être en colère, et elle allait déverser cette colère sur moi, quoi que je fasse ou dise. Madame, dis-je, dans une dernière tentative pour ramener un peu de calme. Je vous présente mes sincères excuses si j'ai fait quoi que ce soit pour vous contrarier. Ce n'était jamais mon intention. J'essayais seulement de vous aider à trouver quelque chose de beau pour votre événement. Elle me fixa un long moment, les yeux remplis d'une rage qui semblait complètement disproportionnée par rapport à ce qui s'était réellement passé. Puis, sans crier gare, elle leva la main et me gifla violemment en plein visage. Le son résonna dans la boutique comme un coup de feu. Tout le monde se tut. Je restai là, abasourdi, la joue brûlante de douleur et de honte. Je pouvais sentir des dizaines de regards posés sur moi, certaines personnes brandissant même leur téléphone pour filmer la scène. Voilà ce qui arrive quand on manque de respect aux gens qui comptent, dit-elle, sa voix portant clairement dans le silence. Peut-être que maintenant, vous y réfléchirez à 2 fois avant de si mal traiter vos supérieurs. Je voulais disparaître. Je voulais sortir en courant de la boutique et ne jamais revenir. C'était le moment le plus humiliant de toute ma vie, et il se déroulait devant une foule d'inconnus qui allaient probablement poster des vidéos de la scène en ligne dans l'heure. Je restais là, figé, la main sur ma joue en feu. Je pouvais sentir le goût du sang là où je m'étais mordu la langue. La femme se tenait là, l'air satisfait, comme si elle venait de m'apprendre une leçon importante. La foule était silencieuse, attendant de voir ce qui allait se passer. C'est alors que j'entendis la voix. Reposez la main sur ma femme et vous verrez. La voix était profonde, autoritaire et parfaitement calme. Elle trancha le silence comme une lame. Tout le monde dans la boutique se tourna pour regarder l'homme qui avait parlé. Il était grand, la trentaine à peine entamée, les cheveux sombres, et portait un costume qui semblait très cher. Mais ce n'était pas son apparence qui commandait l'attention.
C'était sa prestance. Il se déplaça à travers la foule avec le genre d'assurance qui pousse les gens à s'écarter sans même s'en rendre compte. « Pardon, » dit la femme, visiblement confuse. « Votre femme ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. » L'homme se dirigea droit vers moi et passa son bras autour de mes épaules. J'étais si choquée que je ne pouvais plus parler. Je n'avais jamais vu cet homme de ma vie, mais il prétendait être mon mari. « Vous venez d'agresser ma femme, » dit-il, sa voix toujours calme mais avec une pointe d'acier. « J'ai tout vu. Vous l'avez giflée devant tous ces gens. »« Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, » dit la femme. « Mais cette fille n'est qu'une simple vendeuse. Elle a été impolie avec moi, et j'étais simplement. »« Vous n'étiez simplement rien du tout, » l'interrompit l'homme. « Vous avez attaqué une femme qui essayait de vous aider. Vous l'avez humiliée en public, et vous l'avez fait parce que vous pensiez qu'elle ne pouvait pas se défendre. » L'atmosphère dans la boutique avait complètement changé. Les gens chuchotaient entre eux et j'entendis quelqu'un dire « Vous savez qui c'est ?» La femme qui m'avait giflé paraissait incertaine pour la première fois depuis qu'elle était entrée. « Je veux que vous partiez, » dit l'homme. « Maintenant. »« Vous ne pouvez pas me dire ce que je dois faire, » répliqua la femme. Mais sa voix avait perdu de son assurance. « Cette boutique ne vous appartient pas. » L'homme sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. En réalité, plusieurs boutiques dans ces galeries m'appartiennent, et je peux vous faire interdire l'accès à chacune d'entre elles. Mais plus important encore, je peux vous faire arrêter pour agression. Comme s'ils avaient été invoqués par ces paroles, 2 agents de sécurité apparurent à l'entrée de la boutique. L'homme avait dû leur faire signe d'une manière ou d'une autre, bien que je ne l'ai pas vu faire. « Il y a un problème ici, » demanda l'un des agents. « Cette femme vient d'agresser ma femme, » dit l'homme. « J'aimerais qu'elle soit escortée hors des galeries. »« C'est ridicule, » protesta la femme. « Je l'ai à peine touchée. C'est elle qui a été impolie. »« Madame, » dit l'agent de sécurité. « Nous allons devoir vous demander de nous suivre. »« Savez-vous qui je suis ?» exigea la femme. « Mon mari est quelqu'un de très influent dans cette ville. Vous ne pouvez pas me traiter de la sorte. »« Et savez-vous qui je suis ?» demanda calmement l'homme à côté de moi. Pour la première fois, la femme le regarda vraiment. Je vis la reconnaissance poindre dans ses yeux, suivie immédiatement par la peur. « Oh, mon Dieu !» murmura-t-elle. « Vous êtes Alexandre Beaumont. » J'avais déjà entendu ce nom. Alexandre Beaumont était l'un des hommes les plus riches du pays, un milliardaire de la French Tech, qui avait bâti sa fortune en développant des logiciels que tout le monde utilisait mais que peu de gens comprenaient. Il restait discret, apparaissait rarement dans les médias, mais son entreprise valait des milliards. « Maintenant, vous savez, » dit-il. « Et maintenant, vous allez partir. » La femme regarda autour d'elle dans la boutique, espérant probablement que quelqu'un l'aiderait, mais tout le monde la dévisageait avec un mélange de fascination et de dégoût. Elle était passée du statut de cliente puissante et exigeante à celui de la personne que tout le monde jugeait. « Ce n'est pas fini, » dit-elle, mais sa voix tremblait. « Je déposerai une plainte contre cette boutique et ses employés. »« Je vous en prie, faites, » dit Alexandre. « Je suis certain que mon service juridique serait très intéressé de discuter de votre comportement d'aujourd'hui. » Les agents de sécurité l'escortèrent hors de la boutique, et la foule commença peu à peu à se disperser, mais Alexandre ne retira pas son bras de mes épaules. J'étais encore sous le choc, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il, sa voix maintenant douce. J'hochai la tête, sans être sûr que ce soit vrai. Ma joue me lançait toujours et je tremblais à cause de l'adrénaline. « Merci, » murmurai-je. « Je ne sais pas pourquoi vous m'avez aidé, mais merci. » Il jeta un regard autour de la boutique, qui bourdonnait encore des conversations sur l'incident. « Y a-t-il un endroit où nous pouvons parler en privé ?
Je le conduisis à l'arrière du magasin, dans un petit espace derrière le comptoir où nous rangions les fournitures. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à l'abri des regards curieux des derniers clients. « Je suis désolé, dis-je. Je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Pourquoi avez-vous dit à tout le monde que j'étais votre femme ?» Il étudia mon visage un instant, comme s'il essayait de prendre une décision. « Parce que je vous observe depuis 1 heure, et j'ai été impressionné par la façon dont vous avez géré la situation. Vous avez été professionnelle, patiente et bienveillante. Même quand cette femme vous traitait horriblement. Vous ne méritiez pas ce qui vous est arrivé. Mais pourquoi avoir menti? Pourquoi ne lui avez-vous pas simplement dit d'arrêter? Parce que les gens comme elle n'entendent pas raison, dit-il. Ils ne comprennent que le pouvoir. Prétendre que vous étiez ma femme était le moyen le plus rapide de lui faire comprendre qu'elle avait commis une erreur. Je restai silencieuse un moment, digérant l'information. Vous avez dit que des boutiques dans ces galeries vous appartiennent? Il hocha la tête. Je possède plusieurs commerces, dont quelques boutiques, mais ce n'est pas l'important pour le moment. Ce qui est important, c'est que vous ne devriez pas avoir à travailler dans un environnement où les clients pensent pouvoir vous maltraiter. Ce n'est pas comme ça d'habitude, dis-je rapidement. La plupart de nos clients sont charmants. Cette femme était juste difficile. Difficile, répéta-t-il. Elle vous a agressé. Ce n'est pas difficile. C'est un délit. Je touchai ma joue, encore endolorie. J'ai besoin de ce travail, dis-je. Je ne peux pas me permettre de créer des problèmes. Quel est votre nom? Demanda-t-il. Chloé Dubois. Eh bien, Chloé Dubois, j'ai une proposition à vous faire. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous heureuse de travailler ici? La question me prit au dépourvu. Heureuse? Je ne sais pas. Je suis reconnaissante d'avoir un travail. J'ai besoin d'argent. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Êtes-vous heureuse? J'y réfléchis honnêtement. Non, admis-je. Je ne suis pas heureuse. Je survis, mais je ne suis pas heureuse. Je voudrais reprendre mes études, peut-être faire une école de commerce ou de marketing, mais je n'en ai pas les moyens pour l'instant. Il hocha la tête, comme si cela confirmait une idée qu'il avait en tête. J'ai une offre peu commune à vous faire. Cela va vous paraître étrange, mais je veux que vous m'écoutiez jusqu'au bout. D'accord, dis-je, bien que je ne comprenne pas où cette conversation nous menait. J'ai besoin d'une épouse, dit-il simplement. Je le dévisageai. Pardon? Quoi? J'ai besoin d'une épouse. Pour des raisons professionnelles. Mon grand-père m'a légué son entreprise, mais il y a une clause dans son testament qui stipule que je dois être mariée avant mon 32e anniversaire, sinon l'héritage ira à des œuvres de charité. J'aurai 32 ans dans 6 mois. C'est de la folie, dis-je. Pourquoi aurait-il fait ça? Parce qu'il était convaincu qu'un homme a besoin d'une famille pour garder les pieds sur terre. Il pensait que sans épouse, je me concentrerais trop sur le travail et que j'oublierais les choses importantes de la vie. Mais vous pourriez certainement trouver quelqu'un, dis-je. Vous avez du succès. Vous êtes séduisant. Vous devez connaître de nombreuses femmes qui seraient intéressées. J'ai essayé, dit-il. Mais toutes les femmes que j'ai rencontrées étaient plus intéressées par mon argent que par moi. Elles me voient comme un trophée à gagner, pas comme une personne à aimer. Et je n'ai pas le temps pour le genre de relation qui pourrait mener à un amour véritable. Alors, vous me proposez un faux mariage. Un arrangement professionnel, dit-il. 1 an plus tard, nous divorçons, et vous repartez avec assez d'argent pour financer vos études et commencer la vie que vous voulez. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'est insensé. Vous ne me connaissez même pas. J'en sais assez, dit-il.
Je sais que vous êtes honnête, travailleuse et respectable. Je sais que vous avez traité cette femme horrible avec plus de respect qu'elle n'en méritait. Je sais que vous n'êtes pas le genre de personne à vouloir profiter de quelqu'un. Mais le mariage, c'est énorme. Ce serait un mariage de convenance, dit-il. Vous auriez votre propre chambre, votre propre espace. Nous apparaîtrions ensemble lors d'événements publics, mais autrement, vous seriez libre de vivre votre vie comme vous l'entendez. Et à la fin de l'année, vous auriez assez d'argent pour faire tout ce que vous voulez. Combien d'argent, demandai-je, puis je me sentis immédiatement mal d'avoir posé la question. 5 millions d'euros, dit-il. Je m'assis lourdement sur une pile de cartons. 5 millions d'euros. C'était plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé en avoir. C'était assez pour rembourser mes dettes, reprendre mes études, acheter une maison, et il m'en resterait encore pour le reste de ma vie. Pourquoi moi, demandai-je. Pourquoi ne pas engager une actrice ou un mannequin, quelqu'un de plus convaincant pour jouer le rôle de votre femme? Parce que les actrices et les mannequins cherchent la publicité et l'attention. Elles voudraient transformer notre faux mariage en une véritable opportunité de carrière. Vous voulez simplement vous construire une vie meilleure. C'est quelque chose que je peux comprendre et respecter. Je restai silencieuse un long moment, songeant à son offre. C'était complètement fou, mais c'était aussi la réponse à tous les problèmes financiers que j'avais jamais eus. Une année à prétendre être mariée à un homme que je ne connaissais pas, et je serais à l'abri pour le reste de ma vie. Qu'est-ce que j'aurais à faire, demandai-je. Assister à des événements avec moi, peut-être une douzaine de fois dans l'année. Sourire pour les photographes. Laisser les gens penser que nous sommes heureux en ménage. C'est à peu près tout. Et vous n'attendriez rien d'autre? Rien d'autre, dit-il fermement. Ce sera strictement professionnel. Je ne cherche ni romance ni compagnie. Je cherche une solution à un problème juridique. Je dois y réfléchir, dis-je. Bien sûr. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Mais Chloé, je veux que vous sachiez que je suis sérieux au sujet de cette offre. Je pense que nous pourrions nous entraider. Je le regardai, cet homme étrange surgit de nulle part pour me sauver du pire moment de ma vie. Je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Auriez-vous vraiment fait arrêter cette femme? Il sourit, et pour la première fois, son sourire atteignit ses yeux. Absolument. Personne ne devrait être autorisé à traiter une autre personne comme elle vous a traité. Même si je ne suis qu'une simple vendeuse. Vous n'êtes pas juste quoi que ce soit, dit-il. Vous êtes une personne qui mérite d'être traitée avec respect. Et quiconque est incapable de voir ça ne vaut pas la peine d'être connu. Je sentis de nouveau les larmes monter à mes yeux. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes d'humiliation. C'étaient des larmes de gratitude. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un me traitait comme si j'avais de l'importance. Je vais réfléchir à votre offre, dis-je. Comment puis-je vous joindre? Il me tendit une carte de visite. Mon numéro direct est dessus. Appelez-moi quand vous aurez pris votre décision. Et si je dis non? Alors je respecterai votre décision et je trouverai une autre solution à mon problème. Mais j'espère que vous direz oui. Je pense que cela pourrait être le début de quelque chose de bien pour nous deux. Après son départ, je passai le reste de mon service dans un état second. Les autres clients étaient normaux, des gens polis qui me traitaient avec une courtoisie élémentaire. Le contraste avec la femme qui m'avait giflé était si grand que j'avais presque du mal à croire que c'était réellement arrivé. Quand je rentrai chez moi ce soir-là, je m'assis dans mon minuscule studio et je pensais à l'offre d'Alexandre Beaumont. C'était fou, irréaliste, et probablement trop beau pour être vrai. Mais c'était aussi la chance d'une vie. Je pensais à mon ex-mari, Julien, qui ne m'avait laissé que des dettes et des rêves brisés. Je pensais à mon travail,
où je souriais aux clients toute la journée en faisant semblant d'être heureuse alors que je me noyais lentement sous le stress financier. Je pensais à ma mère, Sylvie, décédée 3 ans plus tôt, et à la façon dont elle m'avait toujours dit que les opportunités se présentent à ceux qui sont assez courageux pour les saisir. Le lendemain matin, j'appelai le numéro sur la carte de visite d'Alexandre Beaumont. « J'ai pris ma décision », dis-je quand il répondit. « Je le ferai. »« En êtes-vous sûr ?» demanda-t-il. « Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. »« J'en suis sûr, » dis-je, et pour la première fois depuis des mois, je l'étais vraiment. « Alors, bienvenue dans votre nouvelle vie, Madame Beaumont, » dit-il, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. En raccrochant le téléphone, je réalisai que la femme qui m'avait giflé m'avait en fait rendu service. Sa cruauté avait fait entrer Alexandre Beaumont dans ma vie, et il m'offrait une chance de tout recommencer. Parfois, les pires moments de nos vies se révèlent être les portes d'entrée vers nos plus grandes opportunités. Je n'ai jamais su ce qu'il est advenu de cette femme, mais j'espère qu'elle a appris quelque chose de cette expérience. J'espère qu'elle a compris que traiter les gens avec gentillesse et respect n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est aussi la chose intelligente à faire. On ne sait jamais qui peut nous observer. Et on ne sait jamais quand nos actions peuvent se retourner contre nous, pour nous aider ou nous nuire. Quant à moi, j'ai appris que l'aide vient parfois des endroits les plus inattendus. Parfois, un étranger intervient et change votre vie pour toujours. Et parfois, l'univers a vraiment pour vous des projets plus grands que tout ce que vous pourriez jamais imaginer. L'histoire de Chloé prouve que nous ne savons jamais ce qui nous attend au prochain tournant. Parfois, nos moments les plus sombres mènent à nos plus grandes opportunités. Si cette histoire vous a inspiré, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour d'autres histoires vraies incroyables. Et rappelez-vous, vous n'êtes jamais aussi seul que vous le pensez.